Bien, bonjour à tous. Merci et bienvenue à ce webinaire sur l'efficacité énergétique qui va aborder le sujet de la consommation d'air comprimé et des méthodologies pour pouvoir réduire sa consommation d'air comprimé et donc réduire, je dirais, sa facture d'électricité au global. Alors, je suis Antoine Lavaux, je suis responsable produit sur la partie instrumentation industrielle chez SICK. Je m'occupe également des capteurs de contrôle de mouvement et je suis accompagné aujourd'hui d'Alice Petitjean, notre responsable communication, qui m'assiste sur ce webinaire et que je remercie. Euh, Nous avons 4 parties aujourd'hui. On va faire un petit point rapidement sur le contexte actuel et aussi la partie normative, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément le sujet. Ensuite, on va voir ce que c'est que l'air comprimé dans l'industrie, les schématiques des réseaux et comment ça se passe. Euh, et puis, on va aborder la partie capteur et les solutions de mesure, notamment à travers notre appareil qui s'appelle le FTMG. Et enfin, le Graal, on parlera de la partie digitale, notamment pour récupérer les informations, les afficher et également proposer une partie analytique pour aller un peu plus loin que le simple dashboarding. Donc le contexte, je pense que tout le monde le connaît. Néanmoins, on va quand même le rappeler parce qu'il est à plusieurs niveaux. Effectivement, le changement climatique, on le vit, on le subit, et que c'est vraiment un vrai sujet qui va devenir probablement de plus en plus pressant à mesure que les années passent. Et il est clair que pour les 10 à 20 prochaines années, de toute façon, ça va devenir vraiment quelque chose qui va être au cœur de nos préoccupations au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un objectif au niveau de l'Union européenne qui est de réduire à l'horizon de 2030 de 55% les émissions de gaz à effet de serre, euh, sachant que ces 55%-là sont par rapport aux consommations de 1990. Mais ça ne s'arrête pas là. À l'horizon de 2050, c'est d'avoir une neutralité carbone au niveau de l'Union européenne. Donc c'est challenging. Il faut s'y mettre tout de suite pour pouvoir y parvenir avec ces objectifs au niveau temporel. Euh, les grandes compagnies, elles, effectivement, visent la neutralité carbone, quoi qu'il arrive, et ont déjà démarré dans cet esprit-là à travailler sur le sujet pour être prêtes avant la date fatidique, parce que si pour 2050, si on veut être prêt, si on veut avoir une vraie neutralité carbone pour 2050, il faut s'y préparer bien avant. Ça ne se fait pas comme ça. La neutralité carbone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, à un moment ou à un autre, pour y parvenir, il va falloir réduire sa consommation d'énergie et la réduire de façon significative. Et donc, notamment, partir à la chasse au gaspillage, hein. Si je prends l'exemple de l'eau, par exemple, des réseaux d'eau qui nous amènent l'eau chez nous, on estime que 20 à 25% de l'eau qui est produite, elle est perdue. Voilà, ça fait partie des exemples de ce qu'il va falloir mettre en place pour la chasse au gaspillage. Et puis, il y a un phénomène assez récent avec notamment la situation géopolitique que l'on connaît entre la Russie et l'Ukraine notamment, qui a précipité aussi un petit peu la situation ou la problématique, ou en tout cas la mise en exergue, puisque on a une augmentation brutale des coûts de l'énergie et que là, on est en train de parler directement de la rentabilité des entreprises. Et donc, on a un vrai caractère d'urgence par rapport à cette problématique-là, qui du coup ne concerne pas que les grandes entreprises, mais petites et moyennes entreprises sont concernées, et voire même au premier rang en termes d'urgence. Alors, on a une norme qui existe, qui s'appelle la norme ISO 50001. C'est une norme qui va vous aider à mettre en place, à élaborer et mettre en place un système de management de l'énergie. Alors, je ne vais pas rentrer dans la norme, mais il y a quand même un double bénéfice par rapport à ça. Premier bénéfice, c'est effectivement de réduire sa facture globale énergétique, hein. Je ne parle pas que d'électricité, mais vraiment sa facture globale énergétique, donc de pouvoir réduire ses coûts de fonctionnement, de production au niveau des entreprises. Et le deuxième effet, c'est de pouvoir bénéficier d'aides gouvernementales, donc d'avoir un second levier pour je dirais, pouvoir aussi améliorer
et optimiser ses dépenses énergétiques. Aide gouvernementale qui est limitée à 40 000 euros et qui est de l'ordre de 20% de la consommation annuelle totale d'énergie dans la limite des 40 000 euros. Voilà. Donc, répondre à cette norme, être certifié ISO 50001, c'est pouvoir effectivement aussi bénéficier de cette aide gouvernementale. Donc, soit on met en place un système de management de l'énergie sans forcément se faire certifié ISO 50001 pour réduire sa facture, mais avec la certification, on a effectivement ce petit coup de pouce supplémentaire du gouvernement. Alors, pour mettre en place et élaborer un système de management de l'énergie, ça va démarrer obligatoirement par une chose, c'est ce qui est entouré en rond rouge là sur l'écran, c'est qu'il va falloir s'appuyer sur des données. Donc, ça passera forcément par la mise en place de moyens de mesure pour savoir ce qui se passe dans les installations. Ça, c'est un prérequis absolu. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, tant qu'on n'a pas une transparence des installations, il va être impossible de commencer à penser à l'optimisation. Alors, bien évidemment, on peut très bien changer ses ampoules pour mettre des basses consommations, mais c'est qu'une toute petite partie de la problématique. Ça en fait partie et il faut le faire, mais ce n'est pas le tout. Et on sait aujourd'hui que de toute façon, globalement, on ne sait pas très bien, comme chez nous d'ailleurs, on ne sait pas très bien qui consomme quoi. Et ben là, c'est exactement pareil pour les entreprises. Et donc, il va falloir mettre en place des moyens de mesure pour avoir une vraie transparence de l'ensemble des installations et des consommateurs d'énergie. Alors, quand on parle de consommation d'énergie, on ne parle pas forcément que de la problématique air comprimé. Ça passe par tout ce qui va être énergivore au niveau des entreprises. C'est l'éclairage, c'est l'informatique, c'est les pompes, c'est les bâtiments, c'est l'isolation. Et bien évidemment, sur la partie production, on a l'air comprimé qui est une des énergies les plus utilisées au niveau des entreprises. Euh, et malheureusement, c'est aussi une des énergies les plus chères. Et donc, c'est important de pouvoir monitorer ce qui se passe au niveau des réseaux d'air comprimé pour aller vers cette démarche de sobriété énergétique. Euh, voilà, donc la première partie est terminée sur le décor. Alice, est-ce qu'il y a des questions qui ont été mises dans le chat? Ah, alors oui, une remarque sur le fait que le son est taché. Toi, Alice, de ton côté, ouais, donc c'est probablement un problème de liaison du côté de la personne qui effectivement rencontre des difficultés. Sachez que de toute façon, ce webinaire va être enregistré, donc sera revisionnable à l'ensemble des gens qui se sont inscrits. Donc si vous rencontrez des difficultés de connexion, ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité d'assister de façon non live au webinaire et pouvoir le visionner. Alors on va se faire un petit focus maintenant sur la partie air comprimé dans l'industrie. Avec la schématique globale, donc je pense que c'est des choses qui vont vous parler, où on va avoir sur cette schématique-là 3 niveaux dans les installations. Le premier niveau, c'est plutôt ce qu'on va appeler le primaire, ce qui va être directement derrière les compresseurs, les réservoirs et les sécheurs. C'est là où on va retrouver la génération et le maximum de débit d'air comprimé. Ensuite, vous allez avoir plutôt les réseaux secondaires, donc les réseaux de distribution au niveau des ateliers ou des unités de production, et pour pouvoir acheminer l'air comprimé jusqu'aux machines. Et donc là, c'est directement derrière, à partir de ce secondaire, le piquage pour les alimentations de chaque machine. Alors, les machines ne sont pas toutes consommatrices de la même manière d'air comprimé. Bien évidemment. Et donc, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément besoin, in fine, de monitorer toutes les machines. Les points d'intérêt seront plutôt sur les gros consommateurs, les machines grosses consommatrices d'air comprimé, bien évidemment. Alors, une particularité des réseaux d'air comprimé, c'est que ce sont des réseaux sur lesquels il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui savent ce qui se passe sur les réseaux d'air comprimé. Mais on peut repérer 3 types de phénomènes principaux qui sont des sources de pertes. D'abord au niveau des machines elles-mêmes et les actionneurs avec des défauts sur les actionneurs. Alors ça peut être des vannes qui restent ouvertes, ça peut être des raccords qui se défont sur un actionneur par exemple et qui génèrent du coup de la surconsommation.
Vous avez ensuite la porosité des tuyaux. Hein. Sur les vieilles installations, les tuyaux deviennent poreux et donc il y a de la perte d'air comprimé. Et puis toute la partie raccord qui, effectivement, là encore, sont source de fuite et donc de surconsommation d'air comprimé. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, une des particularités des réseaux d'air comprimé, c'est que une partie de ce qui est consommé ou de ce qui est généré est perdu. Et ça arrive partout. Et on estime aujourd'hui que à peu près 30% de ce qui est généré au niveau de l'air comprimé sur les installations est de l'air perdu, donc de l'énergie perdue. Donc ça coûte très cher. Alors moi j'ai déjà rencontré plusieurs clients qui m'ont dit oui, aujourd'hui en dimensionnement, on avait au début de l'installation 3 compresseurs, on a été obligé d'en rajouter un quatrième, non pas parce que les machines où on a rajouté des machines, mais parce que au fil du temps le réseau s'est dégradé et du coup les 3 compresseurs n'étaient plus suffisants pour générer suffisamment d'air comprimé quand on inclut les pertes. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Alors ici, vous avez une estimation de calcul, quelque chose de très basique, de très simple, avec un réseau qui est à 6 bars. Un trou correspondant à 3 mm coûte à l'année jusqu'à 6 000 euros. C'est basé sur un coût moyen de 2 centimes d'euros par mètre cube, ce qui est quelque chose qui m'a été confirmé par un certain nombre de clients, qu'on est à peu près dans ces niveaux-là au niveau du coût de l'air comprimé. Bien évidemment, ça dépend des contrats avec les fournisseurs énergétiques, mais on est dans des estimatifs qui sont des estimatifs parfaitement réalistes et des estimatifs qui, de toute façon, vont avoir tendance potentiellement à augmenter. Donc, c'est 30% d'une facture liée à la génération d'air comprimé. Vous pouvez, si vous savez ce que vos compresseurs utilisent comme électricité, vous pouvez déjà très rapidement faire un calcul de ce que vous perdez. L'enjeu derrière, il va être effectivement de pouvoir améliorer tout ça. Y a-t-il des questions, Alice, sur cette partie-là? Pas de questions. Donc, c'est que les choses sont parfaitement claires et j'en suis heureux. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, puisque vous l'avez compris, pour pouvoir effectivement aller vers cette efficacité énergétique, cette réduction de consommation d'air comprimé, il ne va pas y avoir d'autre solution d'abord que de mesurer. Et donc, on va aborder la partie sur les solutions de mesure. Alors, on a une approche aujourd'hui chez SICK qui peut être une approche à plusieurs niveaux. Cette approche à plusieurs niveaux, elle se décline déjà simplement avec l'utilisation de capteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des capteurs qui vont permettre de prendre l'information et pouvoir commencer à la traiter directement dans le capteur. J'y reviendrai un petit peu après. Mais on a également des solutions qui sont beaucoup plus complètes, sur lesquelles on va pouvoir faire de la remontée d'informations et à l'aide de plateformes digitales, de services digitaux qu'on propose, pouvoir aller beaucoup plus loin dans l'analyse et dans l'identification et la transparence des installations, ce qui est vachement intéressant puisque du coup, vous saurez avec beaucoup de précision comment se comportent vos installations, comment se comportent vos machines, ce qu'elles consomment et comment faire pour aller vers cette réduction de consommation d'air comprimé. Donc, on va se concentrer déjà dans un premier temps sur la partie capteur avec nos capteurs qui s'appellent les FTMG. Alors, ces capteurs FTMG sont des capteurs de débit qui sont dédiés à l'air comprimé, qui utilisent un principe massique thermique. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un élément chauffant, le flux d'air va le faire refroidir et on va venir mesurer ce refroidissement qui va être directement proportionnel, je dirais, à la vitesse du flux d'air et donc en fonction du diamètre du diamètre du conduit dans lequel passe l'air comprimé, on en déduira le débit, sachant que ce capteur, il est tout en un, donc il n'y a rien besoin de rajouter. Il est équipé également d'une mesure de pression et d'une mesure de température, ce qui nous permet de pouvoir donner la consommation d'air comprimé directement de façon normalisée en ramenant effectivement la pression avec l'information de pression et l'information de température. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de capteurs supplémentaires pour avoir une information directement normalisée.
Ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage, ce capteur, en outre, il est équipé d'un petit afficheur qui nous permet, là encore, même si ce n'est pas forcément le plus pratique, mais au moins de pouvoir visualiser ce que mesure le capteur et d'avoir également la possibilité d'avoir le graphe, un petit graphe sur une consommation sur les dernières minutes. Alors le capteur en lui-même, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Il va être capable de mesurer en instantané un certain nombre de variables. Donc, soit la vitesse de circulation ou la transformation de cette vitesse de circulation en débit d'air directement normalisé, de remonter les informations de pression, les informations de température et également de pouvoir informer ou transmettre des informations directement en énergie de ce qu'il a mesuré. Ça, c'est sur la partie instantanée. Mais il est aussi également capable de faire de l'accumulation de données, de la comptabilisation de données. Donc là, on sera effectivement de la comptabilisation de volume, d'un volume soit en masse, soit directement en mètres cubes. Voilà, donc rien que dans le capteur déjà, il est tout en un et il est capable de faire de l'instantané, mais aussi de faire du cumulé. Alors, on a dans la gamme FTMG différents types de modèles, des modèles qui vont être capables de mesurer des débits plus ou moins importants dans des canalisations plus ou moins importantes. Donc, on a des variantes qui sont plutôt dédiées sur les circuits primaires, qui viennent déjà avec un bout de tuyau sur lequel est monté le FTMG pour pouvoir se raccorder sur du DN40 ou du DN50. Alors, des questions peuvent se poser sur oui, mais les diamètres supérieurs, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous avons du DN50 en diamètre maximum. Nous travaillons sur du DN80, mais ce qui est intéressant, le plus intéressant surtout, c'est de savoir quel est le débit max que le capteur est capable de mesurer. Parce que il vaut mieux mettre en place un raccord de réduction, une réduction de diamètre et d'avoir un FTMG qui mesure dans les bonnes plages pour avoir le maximum de précision plutôt que de partir sur des modèles, des variantes par rapport au type de diamètre de canalisation que vous avez, mais sur lesquels, au final, l'appareil sera plutôt surdimensionné et c'est pas là où vous aurez les meilleures précisions de mesure. Ensuite, vous avez des variantes pour des débits plus petits, soit pour les secondaires, c'est les circuits secondaires, ou directement pour les machines. Donc là, on va du DN15 jusqu'au DN25. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les spécifications techniques, hein. C'est de la datasheet. Donc là, ce sont des variantes sur lesquelles on vient directement se connecter. Donc, on connecte le réseau sur l'appareil, sachant qu'on a des accessoires qui sont recommandés pour l'admission et pour l'extraction, qui permettent de garantir un flux linéaire de qualité et donc une mesure de qualité. Chacun de ces modèles est disponible en deux types de variantes. On a une variante qui est plutôt dédiée sur l'utilisation industrielle avec des protocoles industriels. Donc en termes de communication, on va être plutôt effectivement sur des choses que vous connaissez bien ou en tout cas qu'on va retrouver dans l'industrie. Alors je parle d'analogique, de l'IO-Link, des sorties fréquences, etc. Mais on a également une variante Ethernet qui va nous permettre plutôt là de faire de la remontée d'informations, sachant que cette variante Ethernet, elle est également équipée d'un web server, et j'y viendrai un petit peu après, car ce web server, il est capable déjà de faire un premier niveau d'analyse pour savoir ce qui peut se passer sur 7 jours dans les installations, mais on va pouvoir creuser un petit peu le sujet un petit peu après. Donc sur cette approche capteur standalone, hein, quand on ne parle pas de plateforme digitale, juste sur la partie capteur, effectivement, les versions industrielles vont proposer du digital en termes de communication, donc de l'IO-Link, de l'analogique en 420 ou 0,10 volts, également de la sortie fréquentielle, soit pour faire de pour avoir un niveau de consommation instantané et également pour pouvoir faire de la comptabilisation avec, je dirais, une activation de sortie une fois que chaque volume est atteint. Et vous pouvez également appliquer des alarmes, soit sur des valeurs de débit instantané, soit sur des valeurs de consommation totale, soit sur des valeurs de pression, soit sur des valeurs de température. Donc déjà avec cet appareil-là en version industrielle, vous pouvez soit récupérer les données et les traiter vous-même,
en IO-Link ou en analogique, ou utiliser déjà les alarmes pour vérifier que vous n'avez pas de consommation ou d'excès de consommation sur vos installations ou de dérive. Les versions Ethernet, quant à elles disposent d'un web server. Donc, si vous voulez utiliser l'appareil en standalone, le web server va vous permettre de faire de la visualisation de données instantanées, bien évidemment, mais également de faire de l'historisation de données jusqu'à une semaine. Ce qui veut dire que en se connectant directement, en connectant directement un PC avec un câble Ethernet sur l'appareil, vous ouvrez une page web et vous êtes capable aujourd'hui directement de regarder ce qui s'est passé pendant la semaine qui s'est écoulée. Par exemple, si pendant le week-end, vous avez de la consommation, bah, vous savez qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est parce que si les machines ne sont pas en fonctionnement pendant le week-end et qu'elles consomment et que le FTMG mesure une consommation, un flux d'air, donc une consommation d'air comprimé, c'est qu'il y a une fuite, puisque les réseaux d'air comprimé sont maintenus sous pression, bien évidemment, pendant le week-end. On ne va pas s'amuser à les vider, à les remplir derrière. Il y a un protocole SNTP embarqué, alors là peut-être que je dis des gros mots pour certains, ce qui permet d'avoir un eurodatage lié à la mesure de débit. Voilà. Le dernier point, c'est que vous pouvez faire une extraction des données au format CVS, donc pour pouvoir derrière, toutes les semaines par exemple, de façon manuelle, vous faites cet export et puis vous pouvez faire une consolidation. Excusez-moi, j'ai eu une petite coupure de son, je m'en excuse. Euh, voilà, donc sur la partie version Ethernet, et vous allez avoir une petite démo derrière où on va vous montrer un peu plus dans le détail effectivement ce web server et ce que vous pouvez récupérer, mais du coup en téléchargeant toutes les semaines un fichier CVS, vous pouvez faire une consolidation pour vérifier de façon manuelle l'évolution de la consommation de votre installation sur plusieurs semaines et donc voir si vous avez des dérives derrière. Alors, il y a une question effectivement dans le chat qui demandait si les capteurs étaient des capteurs non intrusifs. Non, ce ne sont pas des capteurs non intrusifs. Ce sont des capteurs qu'il faut insérer sur le réseau. Donc, à un moment donné, effectivement, il va falloir couper, mettre le capteur et mettre des raccords. Aujourd'hui, c'est la technologie qui nous permet d'avoir la meilleure précision et le meilleur suivi au niveau de la consommation d'air comprimé. Nous n'avons pas dans notre gamme des versions non intrusives. Oui, alors là, il y a une autre question sur la précision des capteurs. La précision des capteurs, elle est donnée selon deux critères. Un critère de pourcentage par rapport à la pleine échelle de mesure, plus un critère de pourcentage par rapport à la valeur mesurée. Donc en fonction des variantes et en fonction des modèles, ces valeurs-là varient. Mais c'est pour ça que je mentionnais le fait d'utiliser et de sélectionner les capteurs non pas par rapport au diamètre du réseau, de la conduite, mais plutôt par rapport au débit à mesurer. Parce que plus vous allez prendre un capteur surdimensionné, dimensionné pour des grosses conduites avec donc des gros débits, et plus le coefficient d'imprécision lié à la pleine échelle aura de l'importance, notamment sur la mesure de faible débit. Donc, je vous invite à aller regarder les spécifications techniques, peut-être après le webinaire, pour pouvoir faire les calculs en fonction de ce que vous avez. Mais la précision est une chose, la répétabilité en est une autre. Ce qui est important, c'est plutôt de voir des variations de mesure, donc plutôt se baser sur des notions de répétabilité plutôt que sur des notions de précision. D'autre part, la précision est aussi la qualité de l'installation des appareils dans les réseaux influe aussi sur la qualité de la mesure et donc sur la précision de l'appareil. Les précisions qui sont données sont des précisions lorsque vous êtes dans des configurations minimales, c'est-à-dire avec des distances minimales d'admission et d'extraction. Plus vous augmentez ces distances-là et plus vous améliorez le flux laminaire et meilleure sera votre précision résultante. Y a-t-il d'autres questions, Alice? Non, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, je vous propose de pouvoir faire rapidement une démonstration live de la partie web server. Pour cela, je vais arrêter le partage
de mon PC et je vais switcher directement sur le partage de la caméra. Donc, nous avons un banc de démonstration aujourd'hui sur lequel nous avons un FTMG. Je vais me lever, vous allez me voir tellement à la caméra. Donc, bonjour à tous. Voilà, c'est moi. Donc, on a un flux d'air comprimé. Alors, c'est pas un flux réellement d'air comprimé, puisqu'il n'y a pas de compresseur sur ce banc-là. C'est juste une génération de flux d'air avec un ventilateur qui passe dans notre FTMG et derrière qui ressort sur une partie évacuation. Nous avons donc le capteur qui est ici. Nous avons ici une petite vanne sur lequel, sur cet embout-là, il y a un petit trou qui donc va simuler une fuite. Et derrière, sur l'écran, nous avons un web server. Donc le web server du FTMG qui est ici, qu'on va pouvoir retrouver sur mon PC et que je vais vous partager, de façon à vous présenter l'ensemble des choses que vous avez sur le web server du FTMG et également de vous montrer ce qui se passe quand on génère une fuite. Alors, vous voyez là en live la page web que j'ai ouverte avec l'adresse du FTMG en question, qui est en haut là dans la barre de mon web browser, sur laquelle vous allez avoir un certain nombre de menus. Donc menu, le premier menu, ce sont les données de process, c'est-à-dire les mesures qui sont effectuées en live par le FTMG. Donc vous voyez qu'on n'est pas avec de l'air comprimé puisque je suis à 0,10 bar, je ne suis pas à 6 bars. Hein, c'est vraiment juste une génération de flux d'air. Vous voyez une consommation de 34 à peu près litres minutes en instantané. Vous voyez le cumul de la consommation en haut, ici. Qui va donc monter petit à petit de niveau. Et vous avez la possibilité en bas à droite d'afficher différents types de variables en fonction de ce que vous avez besoin directement sur cette partie-là. Vous avez ensuite d'autres menus. Alors, je ne vais peut-être pas passer à travers tous les menus, mais là où on vous redonne les données de process, la liaison Ethernet avec l'adresse, pareil pour le port du web server. Si vous voulez gérer une connexion MQTT ou OPCUA, vous avez aussi les données qui vous permettent de le faire. Vous pouvez directement ici régler l'afficheur au niveau du FTMG, inverser le sens de l'afficheur par exemple, ce genre de choses, ou savoir quelle est la variable que vous voulez afficher directement sur le FTMG. Vous avez la possibilité de simuler si jamais vous n'avez pas de flux d'air, mais de pouvoir quand même faire une simulation pour voir ce qui se passe au niveau du FTMG et au niveau du web server. La partie mesure aujourd'hui, c'est de pouvoir définir effectivement sous quel type de référence on est, parce que on a différents types de références pour la normalisation de la comptabilisation, par exemple. La donnée d'historisation dont je vous parlais jusqu'à 7 jours, où là, vous avez effectivement les graphes. Là encore, vous pouvez afficher différents types de graphes, différents types de variables, où vous avez donc l'historisation jusqu'à 7 jours, des datas avec la comptabilisation en bleu, la mesure ici donc du débit d'air instantané que l'on a comptabilisé et historisé jusqu'à 7 jours et les informations de pression aussi qui vous permettent par exemple de voir si vous avez des fluctuations de pression importantes dans vos réseaux d'air comprimé. La partie statistique où on vous donne le min, le max, le moyen, c'est ce qu'on a mesuré comme température, etc. La partie compteur, donc la comptabilisation qui est faite au niveau du FTMG, qu'on peut resetter là directement, et le temps pendant lequel la durée de comptage du capteur. Donc c'est décorrélé de la partie historisation, hein, on est bien d'accord. Là, c'est vraiment le comptage du volume global, soit en mètres cubes, soit de la masse correspondante, ou soit de l'énergie correspondante sur une durée qui n'a pas de limite. Et puis des informations sur le système. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut également faire une mise à jour du firmware quand on a des nouvelles fonctionnalités sur le produit. On n'a pas besoin, effectivement, si on veut bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, de racheter un produit. Donc on va simuler une fuite simplement pour vous montrer et globalement ce qui se passe. Donc Alice va ouvrir la petite vanne et vous allez voir que la fuite va générer
forcément une augmentation du débit d'air. Alors là, comme on n'est pas sous pression, ce n'est pas des augmentations de débit d'air très importantes, mais tout de suite, vous voyez, paf, vous avez une augmentation qui est largement visible, malgré le fait qu'on ne soit pas sous pression de la perte que l'on a, qui génère sur ce qu'on a mesuré là quasiment 10% de perte, puisqu'on est passé de 33 à 37. Donc c'est pas négligeable. Rien qu'une petite fuite comme ça génère déjà 10% de perte, 10% de perte sur le banc, sur la mesure du FTMG. Voilà. Et c'est ça qu'on va pouvoir monitorer directement à partir du web server, notamment en faisant l'historisation des consommations sur 7 jours, puisque si vous voyez que les valeurs de mesure de débit, elles augmentent, donc les valeurs instantanées sur l'historisation, vous pouvez vous dire, ah là j'ai peut-être une évolution anormale de ma consommation sur 7 jours. Vous pouvez vérifier pendant les durées de week-end si vous n'avez pas de consommation et pendant les nuits si ça ne fonctionne pas la nuit. Et vous pouvez ensuite télécharger donc sous format CVS les données sur 7 jours pour ensuite les consolider sur une durée plus longue. Voilà sur cette partie capteur standalone, FTMG avec son web server, mais ça peut être une première étape pour dire bah, j'en installe un, j'en installe deux, j'en installe trois pour déjà voir ce qui se passe globalement au niveau de mes machines et voir si effectivement j'ai des évolutions de consommation sans forcément mettre en place un système un petit peu plus complet, mais au moins pour commencer à avoir un premier retour et un premier feeling sur la manière dont ça se passe sur vos installations. Et si effectivement vous avez des soucis tout de suite que vous pouvez identifier. Les retours d'expérience qu'on a, c'est que bien souvent, les clients, quand ils mettent en place un FTMG, bah, ils s'aperçoivent qu'ils ont des consommations, même pendant les durées de non-fonctionnement, ce qui est significatif d'un problème sur la machine. Là, vient de voir Alice qui vient de fermer la vanne. Merci beaucoup, Alice. Et donc, on vient de voir la consommation qui se restabilise à nouveau. Alors, l'interface du web server aujourd'hui, effectivement, elle est sur une base anglaise. Oui. Bon, après, c'est plus graphique qu'autre chose, hein, pour être tout à fait honnête. Les datas que vous avez en bas à droite, même si elles sont en anglais, quand on parle de pression, de température, énergie, masse, volumétrique flow rate, donc c'est le débit volumétrique, le volume, le flow velocity, c'est donc la vitesse du flux d'air, et le mass flow rate, c'est la mesure de débit, mais sur une base de masse et non pas de volume. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une base qui est en anglais, effectivement. Bien, eh bien, nous allons pouvoir passer au niveau supérieur. Je vais modifier le partage pour repasser sur la présentation. Et donc, nous allons maintenant parler du capteur, ou en tout cas de la prise d'information et des services derrière, avoir une solution un petit peu plus globale avec la plateforme et les services digitaux. Donc, globalement, on peut distinguer, alors on a tout un tas de services digitaux pour tout un tas de sujets. Sur cette partie Energy Monitoring, on peut distinguer une plateforme vraiment dédiée à Energy Monitoring qui d'ailleurs s'appelle Monitoring Box ou Energy Monitoring, qui va utiliser une base de FTMG, hein, parce que c'est vraiment le cœur du système. On a également la possibilité d'avoir un système beaucoup plus ouvert sur lequel on peut raccorder n'importe quel type de capteur et pouvoir récupérer ces données-là, et ces données, pouvoir derrière effectivement les traiter et faire du dashboarding et mettre un certain nombre de conditions et d'alertes sur ce qu'on remonte. Mais ça va nécessiter un petit peu plus de temps de mise en place et un petit peu plus de temps je dirais, de mise en forme, alors que sur la partie Energy Monitoring, ce sont des choses qui sont déjà toutes préconfigurées et sur lesquelles il y a très peu de temps à passer et très peu de temps sur la partie mise en place et installation. Donc on va vraiment se concentrer sur cette partie Energy Monitoring. Donc sur l'Energy Monitoring, on a une première version qui est une version dite basique. Alors vous avez une schématique là d'installation sur laquelle vous allez avoir des FTMG, donc les capteurs qui sont en bas, qui vont être raccordés par exemple à un switch. Ce switch va être raccordé à
une gateway SIC, donc c'est la SSGE, qui est une gateway dans laquelle vous avez déjà toute la couche communication qui est préinstallée. Donc ça veut dire que vous n'avez absolument rien à faire en termes de mise en œuvre et de paramétrage au niveau de cette gateway ou au niveau des FTMG. Vous branchez, ça communique. Cette gateway-là derrière, il va falloir la relier au monde extérieur. Donc, pour la relier au monde extérieur, il y a deux possibilités. Soit effectivement, vous passez par votre IT, mais ça en général, c'est pas forcément ce qui est très souhaitable, ou en tout cas pas forcément le plus souhaitable dans un certain nombre de cas de figure. Ou alors, vous la raccordez en 3G, 4G, non pas à votre IT, mais directement à notre cloud derrière, de façon à pouvoir faire de la remontée de données. Et pour le coup, vous serez totalement dissocié de l'IT de votre usine. Ce qui a le gros intérêt de ne pas avoir de problématiques de violation, de sécurité, d'ouverture de port, de firewall, etc. etc. Donc ça peut être extrêmement simple et totalement décorrélé des installations existantes. Alors, sur cette gateway SSG, on peut raccorder jusqu'à 8 capteurs, il manque un S d'ailleurs, sachant qu'on aura l'accès de 5 utilisateurs différents à la plateforme digitale. Donc la gestion de la communication, elle est déjà implémentée. Pour établir cette communication entre la gateway et la mise en place, je dirais, de la plateforme digitale, ça se fait extrêmement rapidement par nos services au niveau de notre usine, hein, CKG. C'est une question d'heures, allez, de 24 ou 48 heures maximum. Vous avez directement accès à des dashboards avec des widgets, donc des mises en forme déjà préétablies. Il vous suffira juste de mettre les valeurs mini-maxi que vous souhaitez, les valeurs d'alarme que vous souhaitez, et ça ne va pas plus loin. Donc, pour chaque variable, vous pouvez définir tous ces seuils-là. C'est un système qui permet aussi de définir à partir du moment où on a une alarme, de pouvoir avoir des notifications par email aux personnes qu'on aura définies et de pouvoir donc faire de la listorisation jusqu'à une année. Voilà, c'est limité à 1 an. Mais l'avantage de ce type de mise en œuvre, c'est effectivement, vous n'êtes pas dépendant de l'IT de votre site, pas de compétences informatiques particulières, hein, il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout en termes de connaissances sur cette partie-là. Vous avez la mise à disposition dans un cloud SIC indépendant de l'ensemble des datas et c'est extrêmement simple et extrêmement rapide à mettre en œuvre. À partir du moment où le capteur il est installé sur votre réseau, il suffit de brancher et derrière, nous, on prend la main, brancher, de mettre en place la communication vers l'extérieur, soit 3G, 4G, soit effectivement avec du filaire et avec un port dédié, mais ça, faudra passer par votre IT. Et nous, derrière, on prend la main pour mettre en place le dashboarding. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette version basique? On va avoir différents types d'informations. Des informations données temps réel et des informations historisées, un petit peu à l'instar du web server qu'on a sur le FTMG, sauf qu'elles vont être historisées sur une durée beaucoup plus longue et elles vont pouvoir permettre d'afficher des choses un petit peu différentes et un petit peu plus complètes. Donc, ce que je vous propose à partir de là, c'est pas forcément de vous faire le détail du slide, c'est de faire vraiment une live démo sur un capteur qui est dans notre usine de production de Reuters en Allemagne, sur lequel on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on est capable de remonter, capteur par capteur, et de voir comment est-ce qu'on peut derrière interpréter un certain nombre de données. Donc je vais reswitcher à nouveau, arrêter le partage. Je vais changer effectivement de plateforme. Et là, vous voyez la plateforme de l'ensemble des services digitaux de SIC sur lequel on va retrouver à droite ici l'énergie monitoring. Je vais cliquer dessus. Donc, j'entre sur cette plateforme spécifique Energy Monitoring et je fais faire démarrer. Quand je fais démarrer, j'atterris sur, ici, un écran sur lequel j'ai un capteur. Mais je pourrais parfaitement avoir plusieurs installations sur différents sites avec différents types de capteurs. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 8 ou ça peut être
plus en fonction du fait qu'on a un modulo 8 par gateway. Donc une fois que je suis sur ce capteur, je vais aller voir ce qui se passe. Alors, j'ai un dashboard qui me donne effectivement des informations. Est-ce que c'est OK? Est-ce que j'ai des warnings? Est-ce que j'ai des erreurs? Et derrière, je vais cliquer dessus et je vais directement atterrir sur ce fameux dashboarding. Ce dashboarding va nous donner donc des données en live, ici, tableau de bord en live sur la pression, d'accord, avec les seuils qui auront été réglés par vos soins. Par exemple, on voit que ici, vous avez un seuil d'alerte à 12 bars et un seuil d'erreur à 15 bars. Hein, c'est ce qu'on voit ici sur le petit compteur. Et donc, pour chacune de ces variables, c'est à vous de définir ce type de variable. Vous pouvez appliquer effectivement derrière des alarmes sur les valeurs que vous souhaitez pour déclencher derrière l'envoi d'email. Ensuite, vous avez une partie plus analytique, statistique. Cette partie analytique, vous avez la possibilité de définir la période pendant laquelle vous voulez regarder ce qui s'est passé. Donc, dernier mois, jusqu'à un an, hein, comme je vous disais, c'est la limite, où vous avez les valeurs min, les valeurs max et les valeurs moyennes de chacune des variables qui sont au-dessus. Et enfin, vous avez les courbes en dessous sur les consommations et l'historisation des consommations, là encore, sur lesquelles vous allez pouvoir définir la période de temps pendant laquelle vous souhaitez regarder ce qui se passe. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que vous pouvez donc définir de façon déjà préétablie ou customiser les endroits, les périodes d'intérêt que vous pouvez avoir. Par exemple, je vais regarder sur ce qui s'est passé sur cet appareil la semaine dernière, et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va voir que en orange, quand vous mettez la souris dessus, vous avez le volume, la comptabilisation du volume global. Ici, il n'y a pas eu de production, il n'y a pas eu de consommation, c'est pour ça qu'on a un palier, et puis ça redémarre derrière. Vous avez la consommation moyenne par intervalle de temps sur cette vue-là. Consommation moyenne, donc en bleu foncé, hein, c'est la courbe bleu foncé, sur laquelle, pour cette petite période de temps, donc sur ce point-là, vous allez avoir les valeurs mini et les valeurs maxi qui vont être représentées par cette aire bleu clair derrière. Et lorsque moi je regarde cette courbe-là, alors c'est complètement par hasard parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu, il y a une zone qui m'intéresse sur laquelle je vois que là on a des valeurs mini-maxi, on va dire que c'est l'image du fonctionnement d'une machine avec, en fonction des demandes des actionneurs, des valeurs qui peuvent évoluer de façon importante, d'où le fait qu'on a une consommation moyenne qui est de l'ordre de 20-22 mètres cubes heure, avec des pics en fonction des appels des différents actionneurs, qui est l'image du fonctionnement de la machine. Sauf que sur cette partie-là, ici, eh ben, on est sur une partie où il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activité, et pourtant il y a une consommation d'air. Si je fais derrière un zoom en cliquant sur cette partie-là et en me disant, tiens, je vais faire un zoom ici sur ce tableau-là, je vais regarder un peu plus dans le détail et qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois que finalement, là, il y a eu des choses qui se sont passées, on ne sait pas très bien quoi, mais globalement, entre le 8-6 à 9 heures et le 9-6 à 9 heures, donc pendant une journée, on a eu une consommation de 20 mètres cubes heure, alors que manifestement la machine n'était pas en fonctionnement. Voilà l'exemple typique d'une perte que l'on peut avoir sur les consommations d'air comprimé dans des phases où la machine n'est pas en fonctionnement. Alors, ce qui s'est passé exactement, je ne sais pas, mais il semblerait que ça a été réglé le jour suivant, puisque derrière, la consommation est retombée à zéro. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, là, directement, avec ces dashboards-là, de pouvoir avoir la mise en forme et de pouvoir voir assez facilement des problématiques qui peuvent intervenir au cours du temps sur vos machines. Ça, c'est sur les versions premium basiques comme ça, ce sont des informations que vous récupérez capteur par capteur. Bien évidemment, vous avez la possibilité également du coup de voir les évolutions de consommation d'air comprimé au cours du temps. Donc si je repasse là sur, par exemple, les derniers 6 mois,
Voilà, donc je vois les mises à zéro et je vois que je n'ai pas de consommation, d'augmentation de consommation significative de l'air comprimé ces 6 derniers mois, ce qui veut dire que le système est sous contrôle et que on n'a pas de phénomène qui entraîne manifestement une surconsommation importante qui n'aurait pas été réglée rapidement. Bien évidemment, le dashboarding que vous avez vu, que je vous ai présenté, est une des voies pour vérifier ce qui se passe et pouvoir agir en cas de détection d'une anomalie. Euh, donc voilà sur cette partie-là, sachant que vous êtes limité effectivement à 1 an sur cette plateforme digitale. Mais vous voyez ici, moi je suis en France à Emerainville et j'accède au site de Reuteux. Donc ça veut dire que derrière, chez vous, n'importe qui de défini comme utilisateur dans la limite de 5 peut accéder au dashboarding de l'usine à tout moment du jour et de la nuit en cas d'alerte qui serait déclenchée, par exemple, sur des seuils qui seraient dépassés et qui vous permettra également de pouvoir voir toutes les semaines, faire un check rapidement toutes les semaines, de savoir si la consommation au niveau d'une machine, elle est conforme ou pas. Je vais rebasculer sur la présentation. Donc, nous venons voir de la démonstration en live de la plateforme digitale Energy Monitoring Basic. Et nous avons maintenant les versions premium. Alors, les versions premium, en termes d'architecture, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il va falloir des capteurs. Il va falloir, si on veut faire de la remontée d'informations vers un cloud, effectivement, la gateway. Et derrière, effectivement, on aura un nombre de terminaux et d'utilisateurs qui pourront accéder à ces dashboards. Donc sur le principe, il n'y a pas beaucoup de différence sur la base, sachant qu'on peut aller jusqu'à 20 utilisateurs. On est toujours limité à 8 capteurs par gateway parce que c'est une question de quantité d'informations, mais on peut aller jusqu'à 20 utilisateurs différents qui peuvent se connecter sur les dashboards. L'autre point par rapport aux versions basiques, c'est que vous avez une historisation qui est sans limite de temps. Et là encore, même type d'avantage, la mise en œuvre, elle est extrêmement simple, que ce soit au niveau des capteurs et au niveau de la communication, puisqu'encore une fois, toute cette partie-là est déjà pré-digérée, pré-mâchée et mise en place et activée au niveau de l'Allemagne. En revanche, la partie premium va proposer une couche supplémentaire. Couche supplémentaire qui, en plus de pouvoir visualiser capteur par capteur ce que l'on a sur les versions basiques, on va pouvoir faire de l'agrégation de données, donc de la collecte de données et de les mettre ensemble et donc de pouvoir faire de la consolidation de consommation entre plusieurs FTMG, donc par atelier, par usine par société globale. On a des informations sur les tendances de consommation, est-ce que c'est en hausse, est-ce que c'est en baisse, par rapport à quoi. On a de la comparaison entre machines, hein, donc à partir du moment où on peut donc faire de la comparaison sur des graphes entre les différentes machines pour voir si des machines sont plus efficaces que d'autres, notamment des machines similaires. Donc on a de l'analyse de la consommation, on est capable d'identifier donc des consommations anormales, on peut intégrer du calcul de coûts. Et le point extrêmement important sur l'identification de consommation anormale, c'est que les versions basiques qui permettent aujourd'hui de faire du suivi de consommation. Et c'est, je dirais, voilà, c'est plutôt du dashboarding, de l'affichage, du pré-mâchage de données, de façon à pouvoir identifier rapidement d'éventuels problèmes avec en plus de l'alarming. Les versions premium, vous avez une couche d'analyse, une couche d'algorithme qui permet de pouvoir identifier des situations anormales et de vous alerter. Donc, c'est plus à vous d'aller chercher ce qui se passe, d'aller en tout cas vérifier ce qui se passe, c'est directement le système avec de l'intelligence qui est capable de le faire. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais comment est-ce que c'est possible? Eh bien, je vais vous montrer ça après. Malheureusement, je n'ai pas de dashboarding live à vous montrer sur cette partie-là, parce que pour l'instant, cette version premium va être lancée dans 15 jours. Et donc, on est en train de finaliser notre installation au niveau de notre usine. Oui, je suis désolé, c'est encore un petit bug à mon niveau, donc ne vous inquiétez pas. Je vous montre rapidement donc l'agrégation de données, comment ça se passe.
Donc, ce n'est pas vous qui le faites, hein, mais à un moment donné, il va falloir définir ce que vous voulez agréger comme données pour pouvoir savoir ce qui va être affiché. Donc, globalement, alors là, j'ai masqué parce que ce sont des dashboards d'un de nos clients. Donc, par souci de confidentialité, on voyait le nom du client apparaître que j'ai masqué. Vous avez une première ligne, vous voyez, c'est plus tout à fait les mêmes dashboards. Vous avez une première ligne sur laquelle vous avez les informations consolidées globales des différentes variables. La consolidation, l'agrégation et la consolidation est journalière et on peut définir là la période sur laquelle on veut afficher ces fameuses valeurs. Vous avez ensuite l'ensemble des sous-systèmes qui sont considérés et qui sont agrégés entre eux. Donc là, ce sont par exemple des noms d'ateliers que vous avez, ces noms barbares là. Donc chez vous, vous les appellerez autrement, sachant que derrière chaque atelier, il y a plusieurs appareils sur lesquels vous avez les valeurs statistiques qui vous sont données, la moyenne de consommation, la valeur minimum, la valeur maximum, et savoir si la tendance, elle est plutôt à l'augmentation ou à la baisse par rapport au mois précédent ou à la période précédente que vous auriez définie. Et puis enfin, vous avez la visualisation de l'agrégation des données et des comparaisons entre les différentes. Là, pour le coup, ce sont les différents ateliers, puisque c'est le niveau -1 par rapport à- à la consolidation totale. Si on descend de niveau, on pourra avoir du coup les consommations appareil par appareil dans chacun des ateliers. Ça vous permettra de savoir par exemple quels sont les gros consommateurs, est-ce que les machines les machines identiques ont les mêmes types de performance et de consommation, pouvoir calculer avec précision du coup les coûts de production et de pouvoir les optimiser. Par exemple, vous avez deux machines qui produisent la même chose mais qui n'ont pas tout à fait le même âge et du coup pas tout à fait la même qualité, la même entre guillemets rendement. On peut très bien se dire, bah, du coup, si celle-ci est plus consommatrice d'air comprimé, je peux orienter en priorité la consommation plutôt sur celle-ci pour essayer de réduire mes coûts de production au global. Et puis, comme vous avez vu, vous avez effectivement également les tendances. Est-ce que je suis à la hausse? Est-ce que je suis à la baisse par rapport au mois dernier, par rapport à la semaine dernière, par rapport au jour dernier, par rapport à l'année dernière, etc., etc. Et puis là où ça devient intéressant, c'est sur la partie analytique, puisque l'intelligence qu'on a mis dedans va nous permettre aujourd'hui de déterminer les périodes de fonctionnement des machines, ou en tout cas de discriminer les périodes de fonctionnement normal des machines des périodes où elles ne fonctionnent pas. Donc, en gros, on va regarder le comportement et de la consommation, à savoir est-ce que j'ai des pics, est-ce que j'ai vraiment une consommation qui varie. Alors c'est simplifié ce que je vous dis, hein, mais globalement, on regarde si on a des pics de consommation réguliers pour définir que la machine est en fonctionnement, puisque s'il n'y a pas d'actionneur en mouvement, il n'y a pas de pic de consommation. Et à partir de là, on va pouvoir isoler les périodes pendant lesquelles les machines fonctionnent et les périodes pendant lesquelles elles ne fonctionnent pas. Et pouvoir définir sur ces périodes, notamment qui sont des périodes de non-fonctionnement, s'il y a la consommation d'air comprimé et donc s'il y a un problème. C'est exactement ce que l'on voit là, hein, avec ce nuage de points qui représente effectivement le nuage de consommation, et sur lequel on va définir les périodes d'activité ou non de la machine que vous voyez effectivement en orange. Et par rapport à ces périodes d'activité, on va aller regarder la consommation d'air comprimé. Et derrière, à partir de là, on va pouvoir synthétiser les informations en vous donnant sur une période donnée les temps de fonctionnement et les temps de non-fonctionnement. Donc, downtime, uptime, temps de non-fonctionnement, downtime, uptime, temps de fonctionnement. Donc, sur la dernière période en haut, ici, vous avez eu 2 jours et 3 heures au total de non-fonctionnement et 4 jours et 21 heures de fonctionnement, avec un flux d'air consommé pendant la période de fonctionnement de 147 mètres cubes et une perte détectée de 6,55 mètres cubes, puisqu'il y a eu une période pendant laquelle, ce qui est la période que vous voyez ici, pendant laquelle l'appareil, manifestement, enfin la machine n'était pas en fonctionnement et pourtant elle a consommé de l'air comprimé, qui a été comptabilisé comme étant de l'air comprimé pendant une période de non-fonctionnement et donc comme étant de l'air comprimé perdu que l'on peut derrière transformer en coût et que l'on peut derrière comptabiliser sur une année. Donc l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir
c'est de ne plus avoir à attendre ou que quelqu'un regarde les graphes pour regarder si on détecte une anomalie. C'est vraiment d'avoir, lié à ces informations-là, une alerte qui est générée automatiquement pour dire attention, il y a un problème à tel endroit, sur tel atelier, sur telle machine, de façon à ce que on puisse régler ce problème-là le plus vite possible et optimiser les opérations de maintenance en fonction des productions et des possibilités de le faire pour limiter au maximum les consommations à perte. Je terminerai rapidement pour vous donner une architecture matérielle, simplement pour peut-être arriver à ce que vous visualisez un petit peu mieux. On a un appareil, il nous faut un injecteur Power over Ethernet parce que du coup, l'alimentation du capteur, il passe par le câble Ethernet directement, donc on a un seul câble, ça c'est l'avantage. Euh, donc, à partir de cet injecteur-là, on va relier en Ethernet vers un switch, là où les capteurs concernés, jusqu'à 8, hein, puisque ensuite ces 8 capteurs-là, jusqu'à 8 capteurs-là, vont être reliés à la gateway, sur lequel gateway, vous allez avoir la possibilité, soit en filaire, effectivement, ou en Wi-Fi, de passer par le réseau de votre entreprise, sur lequel il faudra effectivement passer à travers le firewall et avoir l'ouverture d'un port autorisé vers l'extérieur, ou alors directement 3G, 4G, comme ça vous ne touchez pas l'IT de votre société. Une petite photo d'installation, c'est toujours bien de voir comment ça se passe en temps réel. Vous avez des machines en bas, donc là on est vraiment sur la partie alimentation machine, hein, où classiquement les conduites d'air comprimé sont plutôt au plafond, et puis on a des conduites qui descendent, et les FTMG ont été installés pour le coup. Vous voyez, sur les conduites qui descendent, plutôt vers les machines, de façon à avoir ici un flux d'air le plus laminaire possible et la longueur la plus grande possible sur ce flux pour optimiser au maximum les performances de l'appareil. Donc il vaut mieux le mettre plutôt tout en bas que tout en haut par rapport à la qualité de mesure. Et puis je terminerai par également par mentionner que nous avons toute une gamme de capteurs liés à l'air comprimé, alors que ce soit des capteurs de pression qui sont plutôt mis là du coup au niveau des machines pour vérifier que les alimentations de chaque actionneur sont bien sous pression et que du coup on ne va pas avoir de problématiques liées au mouvement qui est censé être réalisé. Et puis également des capteurs pour les vérins, pour le pilotage des vérins, donc des fins de course ou des capteurs de position en continu pour voir si effectivement derrière il y a des dérives, notamment si on s'aperçoit que on va plus complètement en fin de course, c'est on commence à avoir des chutes de pression liées à des fuites, liées au fait que les générateurs derrière commencent à être à saturation et donc ne plus être capable de maintenir le bon niveau de pression et de garantir le bon fonctionnement des actionnaires. Il y a une question? Deux questions. Merci Alice. Alors, la question, savoir les interfaces traduites en français. Euh, Aujourd'hui, pour être tout à fait franc, c'est pas le cas. Maintenant, pour pouvoir, je dirais, je vais pas dire déclencher ça, mais c'est pas du tout un souci d'un point de vue mise en œuvre. Ça se fera en fonction des besoins clients et des cas et je dirais des projets qu'on aura par rapport à ça. Puisque vous avez bien vu que la partie premium pour l'instant n'est pas encore complètement lancée et qu'elle va arriver en anglais dans un premier temps et que au premier projet où il la faudra en français, on la fera en français sans problème, ça je vous le garantis. Ah, c'est une excellente question sur les prix d'abonnement. Alors, quand on va parler de prix, on va parler de prix côté hardware, matériel, et après, effectivement, tout à fait, on a l'abonnement au service CloudSeek. L'abonnement aujourd'hui, il va être lié à la typologie de monitoring box et donc de plateforme digitale, de service digital que vous allez choisir. C'est un abonnement qui va être par appareil et par année. Sur les versions basiques, on sera alors je vous donne des ordres d'idée, hein. On sera de l'ordre de 100, doit être dans les 150 € tarif par appareil par an. Sur les versions
premium, on doit être de l'ordre entre 250 et 300 euros par appareil et par an tarif. Voilà. Alors, retour d'expérience aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais fait un petit résumé. Donc, on a la partie hardware qui est un investissement à la base, sachant qu'en plus, il est fort possible qu'il y ait des aides à l'investissement au niveau des régions, au niveau des CCI qui puissent être, enfin, dont vous pourriez bénéficier. Ça peut dépendre des départements, des régions. Donc, c'est pas forcément très simple de vous donner beaucoup de guidelines dessus, mais ça vaut le coup, à mon avis, de se renseigner. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est les abonnements sont pas très chers, pour être tout à fait honnête. L'investissement matériel est un investissement unique. À partir du moment où il est réalisé derrière, il est réalisé. Vous pouvez le faire de façon, là encore, itérative, c'est-à-dire faire une première installation avec une partie sur un atelier, par exemple, pour un appareil, plusieurs appareils, un atelier et derrière le service digital qui va bien, et puis ensuite déployer sans aucun problème. Donc tout ça, ça peut se faire vraiment de façon graduée. Et notre retour d'expérience aujourd'hui sur le retour sur investissement de nos clients qui ont mis en place ce type de dispositif, on est de l'ordre de retour sur investissement parfois de moins de 3 mois. Et globalement, on estime que d'une façon générale, le retour sur investissement sera inférieur à une année, ou devrait être inférieur à une année. Donc en résumé, c'est une nécessité de réduire sa consommation d'énergie. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a une norme pour vous aider à mettre en place un système de management de l'énergie qui vous permettra de bénéficier également d'aides gouvernementales sur votre facture énergétique. Pour pouvoir faire ça, il faut que vous sachiez ce qui se passe sur vos installations, donc il faut les rendre transparentes, et donc là, il va falloir mesurer au niveau de la production, donc l'air comprimé, il faut bien avoir conscience que c'est quand même une des énergies les plus chères et les plus utilisées au niveau de la production. 30% de ce qui est généré est perdu, hein, guideline. C'est une approche qui peut être complètement itérative, hein, donc ce n'est pas un investissement 0-1, hein, ça peut vraiment être par palier, par tranche, par étape. Le FTMG a l'avantage d'être un appareil tout compris, par insertion effectivement, donc il faudra effectivement l'insérer dans votre réseau, mais c'est un appareil qui est tout compris, qui ne nécessite pas de capteur supplémentaire pour avoir des mesures normalisées. On vous propose effectivement des systèmes tout complets, sachant qu'on a la possibilité de les héberger également en local sur des serveurs ou dans des supervisions si besoin. Donc, ce n'est pas forcément du cloud SIG, ou ça peut être sur un cloud, votre cloud à vous. La mise en œuvre, elle peut être, du coup, si c'est hébergé chez SIG, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Vous avez des retours sur investissement qui sont rapides, ça c'est clair. Vous avez de l'alerting en temps réel, de façon à être au plus proche de la détection, de la résolution et de la limitation de pertes. Et vous avez une vraie transparence de vos installations, c'est que du coup, vous savez exactement ce qui se passe. Vous maîtrisez votre outil de production, vous maîtrisez vos consommations d'air comprimé, et du coup, vous pouvez maîtriser aussi vos phases de maintenance, les optimiser en fonction des dérives que vous voyez. Intervenir tout de suite dès que vous détectez que vous avez une vraie consommation anormale. Sur les petites fuites qui vous génèrent de la dérive lente mais continue, ça, vous pourrez la monitorer également pour pouvoir effectivement définir des opérations de maintenance au bon moment, en fonction de votre production et en fonction de la surconsommation générée par l'ensemble de ces petites fuites. Donc, vous avez réellement, avec ce type d'outil-là, de l'intelligence, de l'analyse, de la réactivité, de la transparence, de la maîtrise, et que c'est tout l'enjeu, de votre, je dirais, de la sobriété énergétique de demain. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire dès à présent, sans forcément que ce soit compliqué. J'espère que
J'ai été clair, j'espère que ça vous a ouvert effectivement des portes. J'espère que, évidemment, je ne peux pas trop rentrer dans le détail. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on avance ensemble et qu'on vous accompagne dans cette démarche-là, vous pouvez nous contacter par téléphone, par email. Vous pouvez vous adresser à votre contact commercial habituel avec un L. Ou à votre distributeur partenaire SIC, bien évidemment, et on sera là, nous, derrière, pour vous aider, vous épauler, vous conseiller sur l'installation, les meilleurs endroits, les pièges à éviter, etc., etc., et vous faire réaliser, au final, des économies et améliorer votre rentabilité. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus. On est à votre entière disposition et je vous souhaite à tous une excellente semaine et un bon appétit.